Une théorie hasardeuse peut être quasi unanimement acceptée pour des raisons plus idéologiques que scientifiques. Ainsi en est-il de l'œuvre de Charles Darwin sur l'origine des espèces. Loin de contester l'honnêteté et la pertinence de ses observations, il faut reconnaître que sa thèse générale, qui faisait de la vie le résultat d'une évolution toute matérielle, mélange de mutations hasardeuses et de sélection naturelle, était loin d'être démontrée. Chercheur honnête, Darwin ne le contestait pas, bien au contraire. Un chapitre complet de son ouvrage était consacré aux difficultés de la théorie. Plus loin, il évoquait l'absence de formes intermédiaires qui auraient dû être retrouvées parmi les fossiles. Ajoutons à cela que Darwin ne soufflait mot de l'apparition de la première forme vivante, si simple fût-elle. Toutefois, sa théorie, qui expliquait la vie par des processus purement mécaniques, des mutations dues au hasard et une loi, la sélection naturelle, cette théorie, disais-je, évacuait un quelconque plan divin. Elle permettait donc de rejeter Dieu comme hypothèse inutile. D'où son succès à l'heure où, chez nous, la religion était sévèrement attaquée. Bien que dans nos sociétés cela ne soit jamais dit si clairement, le soviétique Mikhail Nestourk, lui, ne s'y était pas trompé. Dans son livre sur l'origine de l'homme, paru en 1960, il écrivait, je cite, « L'œuvre de Darwin est profondément matérialiste. Sa doctrine de la genèse naturelle de l'homme à partir du monde animal est une arme contre la religion. » Aujourd'hui encore, le darwinisme présente de nombreuses failles. Comment expliquer par des mutations hasardeuses l'apparition du coléoptère bombardier, de la girafe, dont le long cou nécessite un système très élaboré de valves veineuses, de l'œil, composé d'une multiplicité d'organes qui auraient dû tous évoluer ensemble. Ajoutons à cela les découvertes plus modernes qui remettent en question l'évolution. Le flagelle bactérien, par exemple. Un assemblage si bien formé qu'on a du mal à le croire fruit de mutations hasardeuses. Eh bien, malgré cela, de nombreux scientifiques restent complètement attachés au darwinisme. En février dernier encore, dans un dossier sur les origines de la vie, le magazine Les Dossiers de la Recherche publia l'article de 3 chercheurs qui écrivaient, je cite, « Nous présumons que la vie est née dans un lointain passé à partir de la matière inerte. » Ce présupposé darwinien est ancré si fortement qu'il oriente certaines recherches. En 2011, dans une livraison du mensuel La Recherche consacrée au même sujet, la microbiologiste Purificación López Garcia évoquait 2 scénarios susceptibles d'expliquer les débuts de la vie, l'hypothèse métabolique et l'hypothèse génétique. Elle soulignait que cette dernière hypothèse était, je cite, « l'hypothèse préférée des biologistes parce qu'il est plus facile de lui accoler la notion d'évolution ». On le voit, ce n'est pas une préférence due à l'expérimentation, mais parce qu'il faut concilier à tout prix l'évolution. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques cherchent les origines de la vie. Depuis 60 ans, grâce au progrès de la technique, ils tentent de recréer la vie dans les conditions qui devaient exister sur la Terre voici plus de 4 milliards d'années. En 1953, ils crièrent victoire lorsque Stanley Miller parvint à synthétiser en laboratoire quelques acides aminés qui sont à la base de la vie. Encore quelques efforts et on allait pouvoir reconstituer artificiellement les protéines et surtout l'ADN découvert la même année. 60 ans plus tard, cependant, il faut déchanter. Dans La Recherche, Lise Barnéhoud écrit, je cite, « Pour l'instant, les scientifiques piétinent. Certes, ils parviennent à obtenir, dans des conditions prébiotiques, la plupart des acides aminés à l'origine des protéines du vivant. Mais la façon dont sont apparues les premières protéines, constituées de longues chaînes d'acides aminés, et bien structuré, reste à élucider. Et ailleurs, personne n'est encore parvenu à obtenir un premier brin d'ADN. Personne n'a encore trouvé comment ces molécules pouvaient s'assembler en un brin d'ADN. Quant à l'Australopithèque afarensis Lucie, qui avait été triomphalement présenté comme le chaînon manquant, c'est-à-dire comme la mère de l'humanité, il fallut là aussi déchanter. Dans le dossier spécial de Comprendre la science, paru en septembre 2012, l'évolutionniste Rémi Pain explique, je cite, « Lucie a longtemps été présentée comme la mère de l'humanité, l'un des ancêtres de l'homme. Mais dans les années 2000, un examen plus poussé de son anatomie remet en cause la théorie.
Le bassin et le fémur de Lucie ne sont pas identiques à celui de l'homme moderne, ce qui traduit une bipédie différente de la nôtre. Plus loin, il concède, je cite, « Après avoir été considérés comme les ancêtres de l'homme, les australopithèques divisent aujourd'hui les scientifiques. D'un côté, ceux qui continuent à voir dans certains d'entre eux nos ancêtres potentiels, et de l'autre, ceux pour qui ils ne représentent qu'une branche morte de l'arbre généalogique des hominidés. » Et au chapitre intitulé « Homo sapiens, d'où viens-tu ?», Rémy Pin constate, je cite, « Il y a 150 000 ans, sur tous les sites étudiés en Afrique, en Asie et en Europe, les hommes accentuent encore leur évolution anatomique. Les fossiles retrouvés sont tous en voie de sapientisation. Autrement dit, les archanthropiens évoluent vers l'homme moderne. » Comment croire que le simple hasard ait fait évoluer à une époque similaire tous les archanthropiens du monde entier vers le même être, l'Homo sapiens? Oui, vraiment, la thèse qui fait de la vie le produit d'une génération spontanée et l'apparition de l'homme le fruit de mutations hasardeuses guidées par une mystérieuse sélection naturelle relève de plus en plus de la profession de foi matérialiste. À terme, elle est condamnée et il faudra bien un jour reconnaître la présence d'un intelligent design, d'un dessin intelligent, ce qui entraînera un changement de paradigme scientifique, un peu comme le passage du système de Ptolémée au système de Copernic.